Dans cette 9e vidéo de notre série What the F***, nous continuons notre voyage dans les profondeurs. Après l'opération High Jump que nous avons vue dans la précédente vidéo, nous allons nous consacrer à un autre sujet controversé, les documents Majestic 12 ou MJ12. De quoi parlent ces documents? Comment ont-ils été découverts? Sont-ils authentiques? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Bienvenue dans Phénomène. En 1984, William Moore aurait reçu les documents de Jamie Chandera sous la forme d'un microfilm. Pour rappel, Moore est un ufologue américain, co-auteur du livre L'incident de Roswell, dont nous parlons en détail dans notre vidéo dédiée au mythe de Roswell, à voir ou revoir juste ici. Jamie Chandera aurait reçu les documents anonymement par la poste, avec pour seul indice la présence d'un tampon de la poste indiquant que les documents ont été postés à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. C'est le 31 mai 1987 que Timothy Good, ufologue britannique, entrera en possession des documents dont nous verrons le contenu dans un instant. Sur la base de ces documents, il publiera un livre sur les ovnis et l'organisation du secret autour du sujet, rapportant une vaste conspiration. Suite à la révélation de l'existence de ces documents par Timothy Good, Moore a présenté les documents à la presse internationale en juin 1987. Ces documents rapportent l'existence d'une opération visant à cacher l'existence des ovnis et qui porte le nom d'opération Majestic 12. Les documents rapportent l'existence d'une opération nommée Majestic 12 visant la recherche et le développement d'opérations de renseignement dont les rapports ne sont transmis qu'au président des États-Unis. Les documents rapportent que c'est le président Truman qui a ordonné la création de l'opération le 24 septembre 1947, au moment où l'armée américaine se réorganise et où naît la CIA. Ces opérations sont supervisées par 12 membres qui forment le comité Majestic 12. Les membres identifiés du premier comité fondateur sont l'amiral Roscoe Hillenkoetter, le docteur Vannevar Bush, le secrétaire d'État James Forrestal, le général Nathan Twining, le général Hoyt Vanderberg, le docteur Dethief Bronk, le docteur Jerome Hunsaker, M. Sidney Sowers, qui sera directeur de la CIA, M. Gordon Gray, membre de l'administration Truman, le docteur Donald Menzel, le général Robert Montagu et le docteur Lloyd Berkner. Ensemble, ils forment un groupe de politiciens, de spécialistes du renseignement, de scientifiques reconnus et de vétérans émérites de l'armée. Les documents rapportent également le contexte dans lequel l'opération a vu le jour, revenant sur les observations de soucoupes volantes fin juin 1947, mais aussi du crash de Roswell de juillet 1947. Il y est précisé que l'opération a commencé pour assurer la récupération de l'épave découverte à Roswell pour en faire une étude scientifique sous la direction du Dr Bush et du général Twining. Il est précisé qu'en plus de l'épave, ils ont récupéré 4 corps sans vie. Les caractéristiques des corps ont poussé le Dr Bronk à déterminer qu'il s'agissait d'entités biologiques extraterrestres ou EBE, une nomenclature qui est alors préconisée pour désigner ces créatures. Les documents rapportent également la présence d'écrits sur l'épave dans une langue inconnue. Ces découvertes ont donc poussé la création de Majestic 12 pour découvrir les mystères qui entourent l'objet et ses occupants et donc étudier les principes physiques, que ce soit au niveau des matériaux ou des moyens de propulsion employés. Pour ce faire, l'étude devra être menée dans le plus grand secret. Mais les documents ne s'arrêtent pas à 1947. Il y est également fait état d'un crash le 6 décembre 1950 près de la frontière avec le Mexique. L'objet récupéré contenait des corps calcinés et les débris ont été envoyés dans une base militaire du Nouveau-Mexique. Les documents rapportent que les intentions de ces visiteurs sont inconnues. La présentation du projet, de ces cas et de leurs implications sur l'existence d'entités extraterrestres sont accompagnées par un mémo daté du 24 décembre 1947 signé par le président Truman, donnant autorité à MJ12 de mener à bien leurs opérations. Ces documents seraient donc la pierre fondatrice de l'organisation du secret autour de la présence d'extraterrestres sur Terre. Sous ordre présidentiel, le comité MJ12 a toute la largesse possible pour récupérer et étudier tout objet assimilé avec ces entités extraterrestres dans le but de découvrir leurs intentions, mais également pour permettre aux États-Unis de développer une technologie similaire. En 1988, 2 bureaux du FBI ont reçu les documents. Après analyse, le FBI a conclu que les documents étaient faux, ce qui explique la mention bogus sur les pages des documents aujourd'hui disponibles sur le site des archives du FBI.
Le bureau a notamment collaboré avec le service d'enquête spéciale de la US Air Force qui rapporte qu'aucun comité de ce type n'a jamais été autorisé ou formé. Leur conclusion est également mise en avant par Philip J. Klass, journaliste et ufologue américain qui a analysé les documents. Il estime que les documents sont des faux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Robert Cutler aurait été hors du pays le jour où il a supposément écrit le mémo. Ensuite, il note que la signature du président Truman serait une photocopie d'une signature authentique mais présentant des traces de griffure et que la signature provenait d'un mémo que Truman avait écrit à Vannevar Bush le 1er octobre 1947. Pour Klass, le format de date présent sur le document correspond à celui de la correspondance personnelle de Moore. Enfin, il rapporte une discussion que Moore aurait eue avec Brad Sparks, durant laquelle Moore aurait évoqué son intention de créer un tel document dans le but de convaincre d'anciens militaires au courant du complot de prendre la parole. D'après le journaliste Howard Bloom, le nom Majestic 12 serait plus ancien que la révélation des documents et serait là encore lié à William Moore. En 1982, Moore aurait contacté le journaliste du National Enquirer, Bob Pratt, pour collaborer sur un roman appelé Magic 12. Ce qui pousse Bloom à dire que pour Bob Pratt, les documents sont effectivement une création de Moore. En 2016, dans le podcast américain Skeptoid, Brian Dunning s'est intéressé au sujet et rapporte que les documents ne seraient pas une création de Moore, mais plutôt l'objet d'une campagne de désinformation perpétuée par la US Air Force pour détourner l'attention de certains de ses projets secrets. En 1996, un nouveau document nommé MJ-12 Operations Manual, ou MJ-12 Manuel des opérations, a fait surface dans les milieux ufologiques, enrichissant l'affaire. Ces nouveaux documents sont des photographies du document original tenu en main par le photographe. Ce nouveau document est composé de 6 chapitres allant du but du projet à un guide pour identifier les ovnis. Un lien vers le PDF de ce document est à retrouver dans la bibliographie en description de cette vidéo. Mais voyons les nouveaux éléments qu'apporte ce manuel. Tout d'abord, il est précisé la situation actuelle, à savoir celle de 1954. Il est établi que les ovnis représentent une menace à la sécurité nationale de par la technologie employée qui surpasse tout ce qui est connu à l'époque. Il est rappelé que plusieurs corps d'EBE morts sont étudiés dans différents lieux et que les EBE n'ont pas contacté les autorités pour réclamer leurs morts ou les épaves récupérées. Le manuel présente ensuite les 4 types de vaisseaux extraterrestres identifiés, à savoir des objets elliptiques ou en forme de disque faits de métal et de couleur aluminium. Ils semblent être faits d'une seule pièce, sans trace de rivet ou de soudure. Ils feraient 15 à 90 mètres de diamètre et une épaisseur d'environ 15 à 30% du diamètre, avec un dôme de 1 à 2 mètres au centre présentant parfois des fenêtres. Ils possèdent une ouverture rectangulaire à l'équateur sur la surface inférieure du disque. Un second type d'ovni, jugé extrêmement rare, sont ceux présentant un fuselage en forme de cigare. D'après une identification radar, ils feraient 60 mètres de long pour une trentaine de mètres de large. Ils n'entreraient pas dans la basse atmosphère et ne présenteraient pas les caractéristiques de manœuvrabilité des plus petits appareils. Le troisième type d'ovni serait ceux en forme d'œuf ou circulaire de 9 à 12 mètres de long et dont la partie la plus large ferait 20% de la longueur. Enfin, il y a les appareils de forme triangulaire, très rares, qui feraient près de 90 mètres sur le côté le plus long. Bien qu'il y ait peu d'informations, ils seraient capables des mêmes performances que les ovnis du premier et troisième type. Le document décrit ensuite les entités biologiques extraterrestres qui sont classées en 2 catégories. La première catégorie regroupe des êtres bipèdes de 1,50 m de haut, pesant 40 à 50 kg. Proportionnellement, ils sont proches des humains, mais leur tête est disproportionnée. Leur peau est pâle, tirant sur le jaune. Ils ont un nez long et fin et une bouche plus large que celle d'un humain. Les yeux sont en amande avec de larges pupilles. Le corps est fin et sans gras, et leurs mains possèdent 4 doigts longs, sans pouce opposable, bien que le doigt extérieur soit presque opposable. Le document précise qu'ils peuvent être confondus avec des personnes de race orientale observées à distance. Le second type correspond globalement à l'archétype de l'extraterrestre véhiculé dans la culture populaire, à savoir les petits gris. Ils font 90 cm à 1,20 m de haut et pèsent 13 à 25 kg. Leur tête est beaucoup plus large que celle des humains. Les yeux sont totalement noirs, larges et presque en périphérie du crâne. Ils n'ont pas véritablement de nez ni d'oreille et leur bouche n'est qu'une fente. Leur peau est d'un gris tirant sur le bleu, plus sombre dans le dos. Ces créatures ne semblent pas être des mammifères. Leurs bras sont longs et proportionnels aux jambes. Ils ont 3 doigts à chaque main, le doigt du milieu étant plus large que les autres mais plus court que leur index.
Le document évoque ensuite l'étude technologique. De nombreuses spécificités les différencient des technologies connues. Les matériaux sont particulièrement résistants, légers, sans capacité magnétique, mais certains débris présentent des inscriptions indéchiffrables. Le document s'attarde ensuite sur les modalités à mettre en œuvre lors d'une opération de récupération. Tout d'abord, il est précisé qu'il faut totalement isoler la zone pour éviter la présence de la presse, car les ovnis n'existent officiellement pas. Il faut donc tourner en ridicule les témoins et leurs allégations. Il est précisé qu'il est possible de mentir pour préserver le secret. Il faut ensuite sécuriser la zone aussi rapidement que possible pour garder toute personne non autorisée hors du périmètre. Sont ensuite expliquées les modalités pour récupérer et transporter les débris avant de nettoyer la zone pour dissimuler toute existence du crash. Encore, le document explique les modalités à adopter en cas de contact avec des organismes vivants ou non. Le but demeurant de maximiser les possibilités d'étude du spécimen dans un cas comme dans l'autre. Si les premiers documents MJ12 ont été classés comme faux par le FBI mais également par certains chercheurs, les nouveaux documents ne présentent rien qui permette de juger de leur authenticité, même si les éléments présentés reposent en grande partie sur la logique et les documents précédents. Quoi que l'on pense de la véracité de ces documents, si nous sommes véritablement visités par des extraterrestres, il est possible qu'un organisme similaire, composé des mêmes personnes ou d'autres, ait existé ou existe encore aujourd'hui. Mais comme toujours avec les théories du complot et les informations ultra classifiées, il est impossible de dire la part de vérité qui pourrait se cacher dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, MJ12 a inspiré nombre d'auteurs qui ont utilisé ce concept dans leurs œuvres. Mais la réalité dépassera-t-elle la fiction ? Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. On espère que cette vidéo t'a plu et on te remercie de l'avoir regardée. N'hésite pas à partager la vidéo et à mettre un like, ça nous aide énormément. Et si tu veux encore plus aider la chaîne, tu retrouveras en description le lien vers notre page Tipeee, ainsi que le lien vers l'iceberg et la bibliographie de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.